Bon, bonjour à tous, mon nom est Pierre-Cyril Aucoeur, j'enseigne l'économie à l'école des études en sciences sociales, mais ça n'est pas une session d'économie. C'est une session où, conformément au programme scientifique qui est celui de l'école des études en sciences sociales, on étudie un sujet à partir de plusieurs disciplines, et en l'espèce, comme il y avait beaucoup d'économistes qui intervenaient sur ce sujet, nous avons choisi de faire intervenir une historienne, une sociologue et un anthropologue qui vont nous parler des liens entre les migrations et le travail. Liens qui peuvent être multiples et dont chacun d'entre eux va vous montrer comment il l'aborde. Donc moi, mon rôle essentiellement consistera à vous les présenter et ensuite à leur couper la parole s'ils parlent trop longtemps et risquent de vous empêcher de poser des questions sur un sujet qui certainement en suscite un certain nombre. Donc je commence par Nancy Green qui a conçu cette table ronde, qui est directrice d'études, donc professeure à l'école des études en sciences sociales, qui travaille sur l'histoire des migrations depuis longtemps, dans une perspective d'histoire comparée, c'est-à-dire que comme elle est elle-même, ce que je pense qu'on lui a rarement dit, une travailleuse immigrée, puisque après son doctorat aux États-Unis et une éducation aux États-Unis, elle est venue travailler en France comme professeure. Elle a fait de l'histoire sociale comparée des États-Unis et de la France, et notamment de l'immigration, qui est un phénomène social majeur à la fois aux États-Unis et en France, quoique de manière différente, elle le sait mieux que moi. Je ne vais pas vous donner un aperçu détaillé de ses publications, sinon la session serait finie avant que j'y parvienne. Mais son dernier livre, dirigé avec le professeur Waldinger, qui est professeur spécialiste d'histoire des migrations internationales à l'Université de Californie à Los Angeles, porte sur un siècle de transnationalisme, les immigrants et leur patrie, et leur connexion dans leur patrie, ou plutôt la même chose en anglais. Et c'est paru en 2016. Et elle a travaillé sur les migrations aux États-Unis, notamment dans les petites industries à New York, les migrations d'hommes d'affaires américains ou d'élégantes américaines dans l'entre-deux-guerres en France, et j'en passe. Elle vous montrera comment l'histoire permet de mettre à distance un certain nombre ne serait-ce que de concepts qu'on utilise de manière automatique quand on parle des migrations, les anciens et les nouveaux immigrés, les bons et les mauvais immigrés, l'immigration libre ou réglementée, les sans-papiers ou les réguliers, etc. À la fois pour de très grandes des milieux de travail très différents. Christelle Avril est sociologue, maîtresse de conférences à l'EHESS, au centre Maurice Elvax. Ses travaux portent sur le travail. C'est une sociologue du travail, et notamment le travail dans les mondes populaires, et notamment le travail féminin. Elle a étudié en particulier une question qui est frappante, c'est que la sociologie du travail, elle a été basée d'abord sur le travail des hommes et sur le travail ouvrier, et le travail des femmes a été très très mal intégré dans cette sociologie, et le travail des femmes, comme vous le savez, c'est souvent considéré comme du travail de vocation, du travail qui naturellement a une dimension un peu de gratuité, et ce qui permet d'ailleurs comme ça de le payer un petit peu moins. Évidemment, parmi les choses qui justifient ce travail parfois moins bien payé, il y a aussi le fait qu'une partie significative de ces femmes peuvent être immigrées, notamment sur les travaux qu'étudie Christelle Avril dans son livre récent, Les aides à domicile, un autre monde populaire, qui est paru en 2014. Voilà. Christelle utilise ça à partir à la fois d'enquêtes statistiques et de travaux d'observation participantes de type anthropologique.
C'est cette méthode anthropologique que pratique en particulier Stéphane Lecourant, qui est post-doctorant à l'EHESS, après une thèse soutenue à l'Université de Paris-Nanterre en 2015, pardon, j'hésitais, et qui s'intitulait « Vivre sous la menace, ethnographie de la vie quotidienne des étrangers en situation irrégulière en France ». Et il travaille donc ses recherches, il consacre donc ses recherches à l'étude de l'immigration irrégulière et par conséquent à des gens qui, à bien des égards, n'ont pas le droit de travailler, mais évidemment, s'ils survivent, doivent bien travailler d'une certaine manière. J'imagine qu'il nous parlera de ces difficultés. Il travaille notamment au sein d'un programme de recherche international qui compare la situation des immigrés à situation irrégulière dans un certain nombre de villes du pourtour de la Méditerranée, programme intitulé Babel, et qui permet d'essayer de comprendre comment, dans différentes villes, on traite plus ou moins bien, en fonction des réactions de la population et en fonction aussi, j'imagine, d'autres critères, ces immigrés, réfugiés, exilés. Le nom lui-même dit beaucoup sur la manière dont on considère ces populations. J'ai assez parlé, je donne la parole à Nancy Green. Merci Pierre-Cyril. Donc moi je voudrais simplement en fait revenir sur la façon dont on regarde et qu'on comprend les immigrés, les étrangers, puisque à force de insister sur le fait que les gens sont autres, qui viennent d'autres endroits, qu'ils ont des cultures ou des pratiques différentes, on oublie pourquoi les gens sont venus, pourquoi ils viennent, pourquoi ils vont continuer à venir. Et ce sont des facteurs économiques, après tout, qui sont importants. Il y a déjà en 1979 un économiste, Michael Pior, aux États-Unis, avait fait dans un livre pionnier qui s'appelait Les oiseaux de passage. Il a bien expliqué que les immigrés viennent pas seulement parce qu'ils sont mal chez eux, mais aussi parce qu'il y a des besoins ailleurs. Et que c'est finalement cette offre et demande, c'est cet équilibre finalement qu'on oublie trop souvent, c'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a des raisons pour lesquelles les gens viennent. Et évidemment, il y a des conditions terribles souvent chez eux, à la fois économiques ou politiques, mais c'est au carrefour de ces besoins. Je pense qu'il faut qu'on se remémore en fait l'aspect économique et du travail des immigrés, puisque c'est ce pour lequel ils sont venus, c'est pour ça que l'histoire le montre, et on va voir que c'est quelque chose qui va continuer. On peut dire désormais. Il y a eu des discussions dans les années 70-80, est-ce que c'est structural ou est-ce que c'est juste sur les marges de l'immigration? Mais on a bien vu, et ça dure, et ça va continuer. Alors, ce que j'aimerais donc faire, c'est de revenir sur les images des migrants au travail pour qu'on voit non seulement qu'il y a des vagues d'immigrés différentes qui sont venues depuis un siècle et demi, à la fois en France comme aux États-Unis. Il y a différents groupes qui sont venus. Je ne sais pas pourquoi j'ai tapé en anglais pour cette image-là. Mais l'idée, ce n'est pas tant de savoir quel groupe est venu à quel moment, mais de retenir qu'effectivement, il y a des vagues successives, des gens qui viennent et qui viennent à cause à la fois des conditions de chez eux et de la perspective de travailler ailleurs. Vous pouvez noter quand même quelque chose, c'est que pour la France, ça a commencé il y a un siècle et demi, avec d'abord des immigrés des pays tout à fait voisins. Après, ça s'est élargi à d'autres pays de l'Europe. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir aussi des travailleurs qui viennent des colonies et puis des anciennes colonies. Aujourd'hui, les gens viennent de partout. Et donc, il y a des successions de gens qui viennent, et puis ceux qui viennent après, ils s'installent, et puis après, on n'y pense plus, finalement. Ils deviennent français, et par leurs enfants, et eux-mêmes par la naturalisation parfois. En tous les cas, ce qu'il y a, c'est de voir cette longue histoire de l'immigration en France. On le dit souvent pour les États-Unis. Ce qu'on oublie qu'aux États-Unis, vous voyez un grand trou, c'est que dans les années 20, il y avait une législation qui a arrêté l'immigration
qui était une immigration européenne, mais qui était considérée comme racialement inférieure. C'était des Italiens, des Polonais, des Juifs qui étaient les Européens de l'Est et du Sud, qui étaient vus comme des nouveaux immigrés qui ne s'assimileraient jamais. Et donc, il y a eu une législation très drastique dans les années 20 qui a fait qu'en fait, jusqu'aux années 60 et une nouvelle législation en 1965, il y a eu un arrêt de l'immigration aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense souvent en France de cette histoire de l'immigration aux États-Unis. Les années 60 ont vu un changement aussi de direction et de population qui sont venus avec aujourd'hui beaucoup d'hispaniques et d'asiatiques. Mais cette histoire des vagues historiques, c'est simplement pour vous rappeler de cette longue histoire et de ces changements. Mais ce qu'il y a, c'est que dans chaque période, les immigrés sont venus, ils ont aussi travaillé partout. Ils sont dans la grande industrie, ils sont dans la petite industrie. Je ne sais pas si c'est très, très clair là, enfin, visuellement. L'agriculture, dans les commerces, dans les restaurants, que ce soit en cuisine ou que ce soit en salle, à domicile, dans les institutions, aujourd'hui beaucoup dans l'industrie du care, donc des questions aussi de domestiques sur lesquelles reviendra Christelle Avril. Donc, il y a eu, à des moments différents, des besoins énormes pour des immigrés dans différents secteurs. À l'époque de la grande industrialisation, les immigrés ont travaillé dans la grande industrie. Aujourd'hui, avec une tertiarisation de l'économie, les immigrés travaillent beaucoup et beaucoup de femmes sont venues pour travailler dans le secteur du care. Donc, il y a cette continuité et c'est à la fois historique et il y a une continuité. Les gens travaillent aussi, les immigrés travaillent à la fois pour des grandes industries, mais ils peuvent aussi travailler dans les structures comme les ateliers, comme des boutiques, où en fait ils travaillent pour eux-mêmes, c'est-à-dire où il y a, parfois on parle des enclaves ethniques, où il y a des secteurs où les immigrés se spécialisent dans certaines branches. Ils peuvent aussi travailler dans une branche où le fait même ethnique ou exotique joue et qu'on vend ou bien pour la communauté elle-même d'immigrés, ou bien on crée des restaurants ou des boutiques qui sont spécialisés dans un produit pour vendre aux autochtones de la France donc, ou des États-Unis. Donc il y a différentes formes de travail, il y a différentes structures de travail, mais on voit que les immigrés finalement s'insèrent dans toute une variété de structures de travail et vont avoir leur place dans chacun. Mais on doit aussi ne pas oublier que le travail est genré. Dans la grande industrie, c'était essentiellement des immigrés hommes qui sont venus travailler dans les mines, dans les usines. Dans le bâtiment, et encore aujourd'hui, c'est un des secteurs comme la restauration, la confection, le bâtiment, sont trois grandes structures urbaines d'ailleurs, où les immigrés continuent à être très présents. Et selon les secteurs, il y a plutôt des hommes ou plutôt des femmes. Le travail lui-même est souvent défini, et c'est une construction parce que ça peut changer, mais parfois des tâches sont définies comme plutôt masculines ou plutôt féminines. C'est une leurre, mais enfin, c'est la façon dont on imagine parfois le travail. Ça peut changer selon les périodes, mais globalement, on a différents sexes dans différentes tâches et différents types et branches de l'économie et le travail. Donc ce travail est genré et on peut voir d'ailleurs, parce qu'on l'oublie trop souvent, que l'arrivée des femmes parmi les immigrés, on parle aujourd'hui justement en lien avec l'industrie du care d'une augmentation de la féminisation de l'immigration. Et il est vrai, si vous regardez sur ce tableau, qu'il y a surtout après, on parle surtout pour la période, je ne sais pas si je peux utiliser ça correctement, c'est pas grave. Donc la période dont on parle souvent, c'est la période avant, en fait, pour la France, mais ici aussi pour globalement, il y a une augmentation des femmes, mais pas autant
qu'il y a eu à d'autres époques. On oublie qu'il y a eu beaucoup de femmes immigrées qui sont venues. On voit d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un pic d'immigrés, eux, qui sont bougés et qui remplissaient des rôles où parfois les hommes étaient au front et les femmes immigrées ont pu remplir des tâches. Ce qu'il faut toujours regarder, c'est le nombre total des immigrés, donc qui parfois augmente, mais que le pourcentage de femmes est 40-45%, beaucoup pendant la Deuxième Guerre, mais c'est toujours intéressant de voir le rapport entre le nombre d'immigrés qui arrivent et puis le pourcentage de femmes. L'idée ici, c'est que historiquement, les femmes sont pas toujours majoritaires dans l'immigration. Donc, on peut voir à quel moment elles viennent de manière plus importante, mais elles sont toujours venues. Elles sont venues même à des périodes où on ne pense pas à elles, même dans les périodes où les hommes sont venus pour la grande industrie. Donc, la question est de voir, et là, on peut le voir aussi pour la France en particulier, là, on parle de cette féminisation des flux qui est essentiellement donc, dans cette partie-là de la graphique, mais on oublie qu'il y avait beaucoup de femmes déjà avant. Le pourcentage ici est important, même dans les périodes où il y avait moins d'immigrés au total, il y avait quand même le pourcentage pouvait être 45-48% d'immigrés à ce moment-là. On voit aussi une décrue après 2008, quand de toute façon il y a une baisse du nombre d'immigrés liée à la crise. Donc on voit bien que les immigrés aussi viennent en lien avec la santé de l'économie et la possibilité du travail. Ce qui m'intéresse, et c'est un projet que je pourrais encourager, c'est de voir aussi les représentations des différents lieux de travail où travaillent les immigrés. Alors, pour les domestiques, je m'excuse, je commence avec une qui est peut-être bien connue d'entre vous, notamment parce que, et on peut, ça se discute, mais Bécassine, finalement, était aussi une immigrante, une immigrée provinciale venue à Paris pour travailler, et ce qui est une forme de migration. Elle était considérée finalement comme autre parce que bretonne, et il y a des formes de migration, même à l'intérieur d'un pays, qui peut être assimilée à une migration de quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui d'ailleurs est déconsidéré puisqu'elle vient d'ailleurs. Mais cette figure n'est qu'une parmi d'autres et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut représenter ces immigrés, eux. Là, j'avais trouvé, il y a des images des domestiques irlandaises aux États-Unis au 19e siècle, qu'on utilise même pour une marque de savon à gauche. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est flou. Mais... Donc, ce sont des Happy Laundry Girls irlandaises, donc elles sont supposées d'être heureuses, des blanchisseuses qui sont utilisées pour vendre du savon. À droite, il y a une domestique qui veille sur son patron, mais l'image quand même est un peu trouble. On voit une chaise renversée derrière, mais c'est une image qui est utilisée pour parler des femmes au travail. Différents secteurs, donc ce n'est pas seulement, effectivement, pour les femmes, la domesticité a toujours été un motif même de mobilité, mais dans d'autres secteurs, on a d'autres images des immigrés au travail, hommes et femmes. La confection, c'est un secteur qui, jusqu'à aujourd'hui, est un lieu de besoin, en fait, en immigrés. Ça a toujours été une industrie d'immigrés, hommes et femmes. Et là, on voit au début du XXe siècle un atelier de confection pour hommes qui, à la fois, on voit hommes et femmes qui y travaillent. Mais vous verrez dans les différentes images, là, c'est des casquetiers. J'aime bien, c'est des casquetiers juifs qui ont apporté la casquette comme mode au début du XXe siècle. Donc, les immigrés peuvent apporter non seulement un savoir-faire manuel, mais aussi, parfois, il y a des différentes modes ou des pratiques qui, comme tous les immigrés, certaines pratiques, ils amènent avec eux, avec leurs mains. Et ici, bon, des casquetiers, mais là, on a la même chose à New York. Donc, on a des phénomènes de travail immigré dans les mêmes secteurs, d'ailleurs, qui se produisent dans différents endroits. Donc, ici, à New York, et on voit comment les gens travaillaient où et
encore aujourd'hui, dans les petites structures, ça pouvait être des ateliers ou de fortune, ça pouvait être des appartements transformés en ateliers, où les gens travaillent dans les conditions, c'est plus grand celui du sweatshop ici, mais l'image n'est pas vraiment pas bonne. Mais où on voit les gens qui, et c'était les termes, qui trimaient sur les machines à coudre. Et ce qui est étonnant, c'est une industrie vraiment qui n'a pas changé énormément depuis plus d'un siècle dans son embauche de travailleurs immigrés et des conditions de travail qui sont parfois très très dures pendant la haute saison, qu'il y a une presse de travail et dans les conditions où il y a beaucoup de poussière dans l'air à cause du tissu, etc. Et donc, il y a là aussi, pour le coup, une continuité, non seulement dans les travailleurs qui entrent dans cette industrie, mais aussi les conditions de travail qui sont difficiles. Là, on voit un autre aspect que je pense on voit encore aujourd'hui à Aubervilliers, merci, qui sont ceux qui transportent les vêtements dans les rues. Ça, c'était New York au début du siècle. Et là, plutôt à la fin du XXe siècle, qu'est-ce qu'on a? Un autre groupe qui arrive et des Chinois qui ont beaucoup investi, comme à Paris maintenant, l'industrie de l'immigration, de la confection. Et ici, on voit deux personnes dans des ateliers plutôt souriants. Je reviendrai là-dessus. Qu'en est-il pour la grande industrie? Donc, encore une fois, quel type d'image on peut avoir même sur le travail? Je pense qu'il faut penser aussi comment on représente le travail. Ici, j'aime bien d'utiliser, c'est un tableau de Ah, bon, on voit rien. Bon, c'est un très beau tableau de Boris Taslitsky. Ce qui est intéressant, c'est que ce tableau est au musée de l'immigration à Paris. Donc, quelqu'un qui n'était pas lui-même immigré, dont les parents étaient immigrés en France, mais qui est représenté et utilisé pour représenter le travail dans le musée de l'immigration. Donc, on a aussi les questions de comment on représente, qu'est-ce qu'on représente dans un lieu comme le musée de l'immigration. On a eu de longs débats là-dessus, d'ailleurs, avant l'ouverture de ce musée. Mais là, j'ai deux autres images rapidement sur les immigrés polonais en France, photo d'embauche, aux États-Unis, dans les fin des années 30, où on veut montrer un mineur polonais qui rentre chez lui manifestement vers une petite maison individuelle, une maison ouvrière, mais ce n'est pas vraiment l'image qu'on a des corons du Nord. Et là aussi, on peut poser la question comment on représente le travail immigré et comment on différencie différentes choses. Parce que les représentations sont variées. On a des représentations heureuses. On a cette image d'un immigré, un mineur polonais qui rentre chez lui heureux. Quand on le contraste avec une représentation qui est moins... ah oui, je vois pourquoi. C'est que c'est trop étendu, l'image, c'est pour ça. Donc, des représentations beaucoup moins heureuses, si on peut dire. Ça varie et qu'est-ce que ça veut montrer au point de vue du travail? Encore, il y a ces photos qui sont prises pour montrer les travailleurs de la confection qui marchent bien et qui sourient. Mais en même temps, il y a eu des grèves dans la confection, secteur difficile à organiser puisque éparpillé justement dans les petits ateliers. Mais je voulais donc terminer avec les grèves. Bécassine, vous savez, elle n'a pas de bouche. Elle ne pouvait pas protester, c'est une femme, on la représente sans même possibilité de parole. Or, même chez les immigrés, même dans les industries difficiles à organiser, il y a eu des grèves des travailleurs immigrés et on peut en voir quelques exemples là, à la fois à New York. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout qu'on voit des pancartes dans différentes langues, en yiddish, en anglais, aussi en italien, et qui est la représentation aussi de cette mixité de l'immigration dans cette industrie à New York au début du XXe siècle. Il y a eu des grèves tout au long du XXe siècle, et là, à la fin, en 1980, il y a eu des Chinoises qui travaillaient aussi dans les conditions pas toujours souriantes, comme on a vu tout à l'heure, et qui se sont mis en grève en 1980 à 82, et que c'était impressionnant. À Paris aussi, on le sait. Et
je pense que de réfléchir non seulement sur la représentation du travail immigré, mais aussi sur ses capacités de s'organiser avec, puisqu'on est bien à la Bourse du travail, avec ou sans l'aide des syndicats. Ici, on a la grande grève chez Renault en 1964. Mais aussi grève, pas seulement pour le travail, mais aussi pour les papiers. Donc, ça reviendrait peut-être aussi chez Stéphane Le Courant. Ici, une grève des confectionneurs turcs à Paris en 1979 et 80 pour être régularisés. Finalement, en 1980, donc un autre exemple des travailleurs immigrés qui sont mis en grève dans les nettoyeurs du métro. La grève est aussi une façon de s'exprimer, mais aussi une façon il me semble que c'est même un témoignage que les travailleurs immigrés sont intégrés. Ils se permettent même de contester leurs conditions de travail. Ils sont embauchés puisque ce sont des secteurs qui, en général, sont les moins bien payés, avec des conditions de travail les plus difficiles. Ils ont, par leur statut politique, une précarité qu'on connaît, mais il y a des moments où il y a aussi des revendications qui se disent et qui sont aussi un aspect de ce thème, et je pense qu'on peut terminer là-dessus en journée où aussi, en fait, aujourd'hui, on avait appelé à la grève, mais on est là quand même pour en parler, une autre façon de faire. Merci. Les questions pour la fin, donc je passe la parole directement à Christelle Appel. Là, c'est bon ? Oui. Bonjour. Alors, je crois qu'on doit s'arrêter à 19h. Donc, je vous propose de ne pas présenter l'ensemble des éléments que j'avais préparés, mais juste de vous donner finalement le point de départ de cette réflexion, et puis on verra après si dans la discussion on peut entrer en fait dans le vif du sujet. Donc je vais pas mal faire écho à ce qu'a dit Nancy précédemment. Alors ce dont je voudrais discuter là aujourd'hui, ou le sujet que je voudrais lancer, porte sur la domesticité. Donc le travail domestique, c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui est entrée un peu sur les agendas politiques depuis quelques années. Par exemple, l'OIT a adopté une convention internationale pour un travail décent des travailleurs-travailleuses domestiques en 2011, qui est entrée en vigueur en 2013. Et puis, c'est un travail qui est entré aussi dans une réflexion critique sur le capitalisme globalisé, à travers une grille d'analyse qui s'est beaucoup diffusée en France et sur laquelle je voudrais revenir et que j'avais prévu de discuter, mais je pense qu'on pourra la discuter tous ensemble. En tous les cas, voilà, je vais vous l'exposer parce que cette grille d'analyse, elle est très très répandue en France. Elle a été multipubliée et puis elle a été publiée par exemple dans des magazines de vulgarisation de sciences sociales. Et à la fois, elle est très stimulante et très intéressante, et en même temps, elle diffuse une vision erronée des femmes travailleuses domestiques dans la migration. Donc voilà, je vais revenir sur cette thèse très rapidement. Cette thèse-là, c'est la thèse d'une sociologue très connue qui s'appelle Arlie Hochschild et qui a produit comme thèse une thèse maintenant on résume sous son acronyme GCC, Global Care Chains. Alors à quoi s'intéresse Hochschild ? Elle dit tout simplement, elle s'intéresse à ces femmes migrantes, philippines notamment, qui viennent travailler par exemple à Los Angeles et qui laissent leurs enfants à la garde de leurs parents dans leur pays et à la garde éventuellement même d'une babysitter, d'une nounou qu'elles payent, pour aller travailler dans les pays du Nord ou de l'Ouest et garder les enfants de femmes qui, elles, font carrière sur le marché du travail. Donc elle s'intéresse, Hochschild, au cas de ces femmes migrantes. Et ce qu'elle avance, elle, c'est tout simplement que ces femmes migrantes séparées de leurs enfants par la migration investissent particulièrement les relations avec ces enfants qu'elles viennent garder, pour lesquels elles vivent, chez lesquels elles vivent parfois, parfois elles sont à demeure. Et tout simplement, comment dire, du point de vue des employeuses, ces employeuses qui emploient ces femmes domestiques fétichisent l'amour en fait que les nounous ont pour
leurs enfants, elle les déconnecte des conditions de production qui sont des conditions de migration et d'éloignement de leurs enfants. Alors, c'est quoi les Global Care Chains? C'est cette idée qu'il y a une sorte de fil invisible qui relie ces enfants restés dans les pays du Sud et de l'Est avec ces enfants gardés par ces femmes dans ces pays du Nord et de l'Ouest. Alors, Hochschild en a fait une version, si vous voulez, plus globale de ce cas de départ qu'elle a commencé à publier en 2000. Et elle avance en fait que c'est un trait aujourd'hui du capitalisme globalisé que d'extraire des pays pauvres une richesse dont on parle rarement, qui est le care, l'amour, l'attention, et de la marchandiser et de l'acheter, de la transférer dans les pays du Nord et l'Ouest, les pays occidentaux. Elle avance que c'est donc un mode de fonctionnement du capitalisme globalisé, que ce n'est pas qu'une affaire d'argent, de dette, d'investissement, c'est aussi une affaire de travail domestique, d'enfants, de femmes, d'amour, de sollicitude, etc. Et donc cette thèse qui met l'accent, si vous voulez, sur la façon dont un certain travail et une certaine marchandise va être invisibilisée, a eu un retentissement très important au niveau mondial. C'est une thèse qui s'est diffusée comme une traînée de poudre dans plein de publications et qui a été traduite, y compris plusieurs fois en français, et multipubliée. Donc voilà, c'est la thèse des Global Care Chains. Alors c'est une thèse, si vous voulez, qui est comment dire, stimulante d'un point de vue intellectuel sur ce que c'est que le travail et sur ce qui peut se produire dans les conditions de travail, notamment le travail produit aussi des situations de sentiment et pas uniquement finalement des conditions économiques, etc. Donc c'est intéressant d'avoir mis l'accent sur cet aspect-là, ou d'avoir mis l'accent, si vous voulez, sur les enfants de ces femmes migrantes restées au pays et d'avoir mis en évidence cette chaîne du care. Par ailleurs, dans le cadre de cette public sociology que fait Hochschild, finalement, elle a réussi quelque chose qu'on n'avait pas réussi en France, qui est d'avoir attiré l'attention sur ces travailleuses domestiques migrantes et sur les travailleuses domestiques en général, sachant ce qu'a dit un peu Nancy, alors je vais y revenir, mais que pendant très longtemps en France, on a considéré que les femmes n'étaient pas dans la migration, alors même qu'elles ont, depuis les années 60, constitué la moitié des migrants quasiment, et que, en réalité, elles ne venaient pas que en tant qu'épouses inactives, par le regroupement familial plus tard, etc., mais bien comme travailleuses. En réalité, on a mis très longtemps en France à considérer les femmes dans la migration et les travailleuses dans la migration. Et Hochschild, avec sa thèse, finalement, elle a amené les sociologues français, les économistes français, à s'intéresser quand même à ces femmes dans la migration. Donc elle a quand même réussi un petit coup, finalement, intéressant sur cette, enfin voilà, comment finalement une certaine forme de publication et de multipublication peut, à un moment, finalement contrecarrer des tendances du champ académique français. Donc cette thèse, par exemple, elle a été publiée dans Sciences humaines, où elle est régulièrement réutilisée maintenant dans tous les documentaires que vous verrez à la télévision sur les domestiques migrantes. Mais le problème de cette thèse, c'est qu'Hochschild n'est pas du tout spécialiste des migrations et que, ce faisant, avec cette thèse, elle a diffusé aussi une vision erronée des femmes travailleuses migrantes dans la domesticité. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer, je vais juste vous donner quelques éléments. Un premier élément qui a été donné par Nancy à partir des travaux justement de Donato et Gabaccia, c'est cette idée que pour Hochschild, alors je ne l'ai peut-être pas dit très clairement tout à l'heure, c'est vraiment l'essor des migrations féminines qui finance en quelque sorte une certaine forme de capitalisme globalisé. Bon, vous l'avez vu, il n'y a pas d'essor des migrations féminines récents. En tous les cas, on peut difficilement faire ce lien-là. Par ailleurs,
Deuxième point critique, Hochschild diffuse l'idée que les femmes viendraient du Sud et de l'Est, travailleuses domestiques, pour aller travailler dans les pays du Nord et de l'Ouest. Bon, toutes les spécialistes des travailleuses domestiques savent que cette vision est très partiale. Bien sûr, ça concerne une partie des femmes, et notamment les femmes philippines. Néanmoins, si par exemple vous allez en Argentine, les travailleuses domestiques sont des migrantes de l'intérieur, et à partir des années 90, des pays limitrophes. Les flux migratoires, en réalité, sont pour l'essentiel dans le monde des flux du sud vers le sud, où, par exemple, en ce moment, les flux africains, c'est vers la Chine. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais cette vision du sud vers le nord, elle est très ethnocentrée, en fait. Par ailleurs, pour finir parmi les critiques, alors en fait, Hochschild, faisant cette public sociology, voulant développer cette thèse, soutenir, mettre sa notoriété, si vous voulez, au bénéfice de ces femmes domestiques migrantes, elle a, ce faisant, ignoré tous les travaux sur les domestic workers, notamment aux États-Unis, qui existent depuis les années 80. Et elle n'a pas discuté ces travaux qui sont intéressés à différentes vagues de migration, et des vagues de migration qui ont en fait eu des expériences sur le marché du travail fondamentalement différentes les unes des autres, entre les européennes du 19e siècle et puis les femmes venues par la suite. Et alors, par exemple, je vous donne une critique d'une historienne américaine qui s'appelle Premiya Nadasen, qui a travaillé, elle, sur les mobilisations travailleuses domestiques aux États-Unis, qui souligne quand même que Hochschild oublie que, par exemple, aux États-Unis, les Africains-Américains qui travaillent dans les services du bas de l'échelle cumulent souvent 2, voire 3 emplois et laissent leurs enfants à la garde des voisins ou des grands-parents, et ne sont pas plus en position que ces nounous migrantes, finalement, de socialiser leurs enfants au quotidien et de faire leur travail parental au quotidien par des interactions directes. Et donc, ce faisant, Premiya Nadasen se demande tout simplement si la situation de ces femmes est liée à la migration ou à la racialisation. Est-ce que la subordination de ces femmes, soulignée finalement par Hochschild, est un effet d'une migration, ou est-ce qu'on peut établir aussi des formes de continuité entre des femmes, par exemple, noires américaines, qui à un moment ont travaillé comme domestiques, et ça a été très bien étudié aux États-Unis, et des formes plus récentes de migration de femmes philippines aux États-Unis. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je voulais juste, pour finir, donner quelques pistes en fait, de ce qui ferait varier ces formes de domination dans les emplois domestiques. Alors, le premier élément qui fait varier les formes de domination dans ces emplois, c'est la dispersion des revenus, les inégalités de revenus, et ce faisant, le degré d'imposition dans un pays. Plus les inégalités de revenus sont importantes, plus vous avez d'emplois domestiques, plus vous avez d'employés domestiques à demeure, et plus vous avez de migrantes. Donc, ce qui fait varier d'un pays à l'autre, et ça va être très variable d'un pays du Nord à l'autre et d'un pays du Sud à l'autre, c'est déjà la dispersion, enfin les inégalités de revenus. C'est aussi les politiques sociales, c'est les droits des femmes dans un pays donné. Si je compare le Liban et l'Égypte, par exemple, au Liban, une domestique est sous le régime de la kafala. Elle appartient à la famille, en fait. Elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas aller dans la rue, elle risque de se faire agresser sexuellement. Elle appartient à la famille et ils lui payent son billet retour dans le pays. Ils ont cette obligation, s'ils l'emploient plus. En Égypte, les femmes domestiques, c'est étudié en ce moment dans une thèse, elles ne sont pas sous le régime de la kafala. Alors, je ne dis pas qu'elles sont forcément qu'elles ont des droits, mais ces femmes-là, elles circulent dans l'espace public. Elles n'appartiennent pas à la maison pour laquelle elles travaillent et elles n'y vivent pas. D'accord ? Donc, d'un pays à l'autre, selon les droits des femmes, la situation des domestiques et des domestiques migrantes varie. Et elle varie évidemment en fonction de ce que c'est que la migration dans ce pays. Est-ce que ça a du sens de parler de migrants dans un pays ? Parfois, ça n'en a pas.
Pourquoi? Parce que les droits des migrants et des non-migrants ne sont pas différents, tout simplement. Et donc, la question de la migration, elle est liée aux droits sociaux, mais s'il n'y a pas de droits sociaux dans un pays, la question de la migration se pose différemment. Et de la même façon, la question de la racialisation se pose différemment, et je finirai là-dessus. Un certain nombre de travaux américains ont montré que dans certains États des États-Unis, il n'est pas dit que ce soit partout le cas, cela rehausse statutairement les personnes que d'avoir une domestique noire ou latinos. Ça fait partie du statut social. C'est vrai dans certains pays, mais ce n'est pas vrai du tout en France. Et moi, qui ai fait une enquête ethnographique auprès de femmes aides à domicile, puis de femmes de ménage et d'assistantes maternelles, je peux vous dire qu'une femme âgée dépendante en France, elle n'a pas du tout envie d'avoir une aide à domicile noire ou arabe pour aller se promener dans un square. Ça ne rehausse pas son statut social. Donc le sens de la racialisation est différent selon l'histoire du pays, d'un pays à l'autre, et ne se résume pas complètement à la question de la migration, puisque ce que je vous dis là, ça valait dans mon enquête pour les femmes antillaises comme pour les femmes migrantes. Voilà. Merci beaucoup. En anthropologie, on a coutume de dire que pour faire un bon travail, il faut travailler sur ce qui intéresse les interlocuteurs avec lesquels on travaille. Et alors, dans le cas d'un travail sur les sans-papiers, effectivement, travailler sur le travail, ça aurait été l'idéal pour la thèse que j'ai menée. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Alors, est-ce que c'était une volonté de ma part de ne pas faire de la bonne anthropologie? Pas vraiment. C'était plutôt parce qu'il me semblait que les explications étaient déjà posées depuis très longtemps sur l'existence du travail sans papier. Si on regarde en France, mais on pourrait donner des exemples ailleurs, en 1999, déjà, Emmanuel Terret parlait du travail des sans-papiers comme de la délocalisation sur place. C'est-à-dire que c'était une manière de retrouver en France, alors c'est pour le cas d'Emmanuel Terret, mais dans d'autres pays ça fonctionne aussi, les conditions d'emploi qu'on aurait si on était en possibilité de délocaliser le travail qui employait ces personnes. Et en fait, ça marche très bien, ces théories, puisque si on regarde les secteurs qui emploient le maximum de sans-papiers, c'est le bâtiment, la restauration, l'agriculture et le care, comme ça vient d'être présenté juste avant. Donc, des formes de travail qui sont très difficilement délocalisables. Et en cela, en fait, l'irrégularisation, la production de sans-papiers, c'est-à-dire l'usage légal d'un encadrement qui produit des personnes dans un statut administratif très précaire, permettrait au marché du travail de bénéficier de ces travailleurs qu'on peut payer à moindre coût. Et en cela, en fait, l'apparition de la figure du sans-papier remplace celle du travailleur émigré, et on peut y lire une sorte de continuum de mécanismes de production qui mettent les gens au travail. Et en étudiant en fait ce continuum, on voit que comment on est passé de la nécessité d'avoir un travailleur fixe qui va revenir tous les matins au travail quand le travail à la chaîne et les usines étaient au centre de la production industrielle, à une forme de travail qui se veut plus flexible, où le travailleur peut être révocable du jour au lendemain, et c'est là où la figure du sans-papier apparaît. Puisque par son statut même administratif, il est beaucoup plus flexible, et si on doit se passer de son travail, on peut le renvoyer comme ça du jour au lendemain. Donc une fois qu'on a dit ça, j'ai eu l'impression, et c'est aussi pour ça que le travail n'a pas été au centre de mes réflexions, qu'on avait un peu bouclé le dossier et qu'il y avait beaucoup d'autres choses à dire sur les sans-papiers en dehors de cet espace du travail. Alors, dans mon travail, je suis désolé de la répétition, mais la question s'est posée de manière assez triviale, et c'est très souvent le cas en fait en anthropologie. Puisqu'une fois qu'on a accepté ce paradigme, on produit des travailleurs qui vont être exploités du fait de leur situation administrative. On n'a pas besoin de poser la question, mais en anthropologie, on a la mauvaise habitude de poser des questions à des interlocuteurs. Et en fait, je me suis rendu compte, alors, dans plein de circonstances différentes, mais qu'un certain nombre de mes interlocuteurs originaires de l'Afrique de l'Ouest, soninké, du Mali, gagnaient beaucoup plus d'argent que moi, qui étais doctorant à l'époque en anthropologie. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur cette idée de la production d'un travailleur exploité et corvéable à merci. Et en fait, en regardant de plus près les situations de travail de mes enquêtés, ça allait des formes de ce qu'on appelle de l'esclavage moderne, qui touche plus particulièrement des femmes dans des relations de face à face avec des employeurs dans un cadre domestique où il est beaucoup plus difficile d'avoir des soutiens, et des formes de travail qui au contraire étaient extrêmement stables, déclarées, des personnes qui avaient des fiches de paye, qui payaient leurs impôts et qui avaient accès à un certain nombre de droits afférents au travail. Donc la question
en anthropologie, une manière de poser la question, ce serait de transformer la question, et non pas de se demander pourquoi il y a des travailleurs sans papier, mais comment des sans-papiers accèdent au marché du travail. Et déjà là, on peut un peu complexifier le panorama. Alors, la manière qu'ont ces personnes d'accéder au travail, c'est par une série de jeux identitaires. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir le bon papier, le papier qui peut faire passer pour un régulier, qui permet d'accéder à un emploi officiel. Et donc là, il y a toute une gamme de papiers qui sont utilisés par les sans-papiers. Ça permet de faire une toute petite parenthèse, c'est que le terme sans-papier en lui-même, qui est un thème issu des luttes et des revendications pour inscrire la demande de régularisation dans un champ plus large des personnes sans emploi, sans domicile, en fait définit très mal l'image que ça donne est en fait très éloignée de la réalité de leur quotidien, qui est en fait un quotidien saturé de papier. Je crois qu'un certain nombre de termes en fait en anglais commencent à parler d'over-documented, donc des gens qui sont surdocumentés en fait. Et en fait, les personnes avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment le cas. Ils étaient surdocumentés. Certains avaient plusieurs passeports à plusieurs noms, des cartes de séjour à plusieurs noms, qu'on leur prête, qu'on leur loue. Et donc moi, c'est une des questions qui m'a intéressé, c'était comment on accède au marché du travail, parce que c'était vraiment une préoccupation principale de mes interlocuteurs. Il me faut de l'argent. C'est aussi la légitimité de la migration. On vient, on quitte sa famille. Il se trouve que moi, j'ai travaillé pour des raisons en fait, qui sont liées aux stéréotypes policiers, avec majoritairement des hommes, parce que la plupart de mes interlocuteurs, je les ai rencontrés dans des lieux d'enfermement, et l'idée que la migration est masculine, idée qui a été déconstruite par les deux présentations précédentes, reste très ancrée dans la tête des policiers qui pratiquent les arrestations. Donc mes interlocuteurs sélectionnés par la police étaient majoritairement des hommes. Et donc pour justifier leur départ, en fait, il faut travailler, il faut montrer qu'on n'est pas venu en France pour se reposer, il faut envoyer régulièrement de l'argent au pays. Donc trouver de l'argent, c'est vraiment une préoccupation très forte et immédiate une fois qu'ils sont sur le territoire. Alors, pour accéder au marché de l'emploi et pour accéder à des emplois qui sont rémunérateurs, stables et qui leur permettent aussi d'avoir une sorte de dignité au travail, il faut être capable de jouer sur toutes ces gammes identitaires. Alors, je vais pas entrer dans les détails, mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de montrer comment ces jeux de papier qui permettent quelque part de détourner un peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire ce cadre du sans-papier comme travailleur exploité, en fait, produit une chaîne de dépendance qui dépasse l'employeur, puisqu'il faut trouver quelqu'un à qui on va emprunter ou voire louer un document, qu'une fois qu'on a loué un document ou emprunté, on est toujours sur la menace potentielle de la dénonciation de cette personne qui peut avoir prêté 2 ou 3 fois ses papiers à des personnes différentes et qui de temps en temps les impôts lui envoient un avertissement en disant comment pouvez-vous cumuler 4 emplois à plein temps dans la même année. À ce sujet-là, il y avait une anecdote que j'avais trouvée assez significative. C'est un jour dans une entreprise de nettoyage dans le métro, 2 employés qui travaillaient avec le même nom et le même papier avaient été convoqués dans le bureau de leur représentant, leur demandant mais lequel des deux est le véritable, je ne me rappelle plus du nom, on va dire Sadou Diallo. Et en fait, la réponse était aucun des deux, parce qu'ils avaient tous les deux emprunté le papier à la même personne. Donc derrière ces pratiques de contournement, il y a aussi toute une chaîne de dépendance, d'intermédiaires qui fait que finalement la pollution est momentanément plus stable, mais susceptible de se renverser du jour au lendemain. Et les cas de dénonciation en fait, de travailleurs par les personnes qui leur ont fourni leur papier ont été vraiment très nombreuses au cours de mon terrain. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas un accident. Beaucoup peuvent témoigner de ces dénonciations. Et à côté des dénonciations, il y a aussi tout le système de contrôle qui se dissémine dans le milieu du travail. Là, au cours des dernières décennies, des 20 dernières années, je dirais, il y a une volonté assez massive d'utiliser le contrôle du travail, les inspecteurs du travail, comme des agents aussi de police qui vont faire la mission de découvrir au sein des entreprises qui sont les travailleurs sans titre. Et il y a d'ailleurs un amalgame dans le terme travail illégal qui apparaît en 1997, je crois, qui laisse supposer qu'un travail illégal est un travail fait par un travailleur sans papier. Alors qu'au départ, le travail illégal ne parle que des conditions d'emploi et non pas du titre de séjour qu'on utilise pour l'occuper. J'avais quelques chiffres, mais bon, vu que le temps est assez court, je ne vais pas vous les donner, mais qui montrent bien comment les opérations de contrôle qui sont faites des entreprises aboutissent à l'arrestation, à l'expulsion des travailleurs et non pas à la condamnation des patrons qui très souvent peuvent se réfugier derrière ce que je viens de vous dire, mais de l'autre côté, c'est-à-dire moi je ne savais pas que c'était un sans-papier puisqu'il m'a donné des documents qui avaient l'air vrais. Donc ça c'est un autre point. Pour conclure, 2 points. Le premier, c'est pour rentrer un peu plus dans une actualité récente, c'est la question de la crise migratoire qui fait apparaître la légitimité des étrangers à être présents sur le territoire avant tout comme sous la forme de la vulnérabilité ou de personnes victimes d'un certain nombre de mauvais traitements ou de situations politiques défavorables dans leur pays ou de guerre.
Depuis quelques années, une décennie, il y a un certain nombre d'anthropologues qui travaillent sur ces questions et qui ont même dit que le corps souffrant avait remplacé le corps travaillant dans la légitimité de la présence migratoire en France. Alors si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe, on pourrait déjà rebondir sur la question de la grève. Dans les dernières, depuis les années 2008, enfin, depuis la réforme légale de 2006 en fait, du Code d'entrée du séjour des étrangers, le travail est devenu un moyen d'accès au séjour. Et un certain nombre de grèves ont émaillé les dernières décennies. La Bourse du travail a d'ailleurs été occupée pendant de longs mois par des travailleurs qui réclamaient par le travail l'accès au séjour. Donc le travail est encore et toujours une voie d'accès au séjour régulier. Il y a aussi derrière ça un paradoxe, puisque les travailleurs sans papier ne sont pas censés être en possibilité de travailler, mais au moment où ils vont apporter leur dossier à la préfecture pour demander la régularisation, on va leur demander les preuves de travail. Le fait d'avoir travaillé reste une manière de prouver, alors tout à l'heure je disais que c'était une légitimité par rapport à sa famille d'origine, mais aussi la conformité morale aux exigences du pays d'accueil. Il faut être capable de prouver qu'on a travaillé même en situation irrégulière, même en utilisant des voies détournées pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Et ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment très fréquemment en préfecture, et ça prend parfois, cette tension entre droit au séjour et nécessité et devoir de travail prend parfois une incarnation très concrète dans la fausse carte de séjour. Moi j'ai assisté à un certain nombre de scènes en préfecture où la guichetière disait « si vous avez travaillé, c'est que vous avez une fausse carte, donc donnez-la moi ». Et les personnes en face se demandaient « si je donne ma carte, je reconnais que j'ai fait des fraudes identitaires et que c'est condamnable par la loi. Si je ne la donne pas, elle va croire que je n'ai jamais travaillé ». Ils sont dans cette tension au moment même de la régularisation de comment je vais pouvoir montrer ma légitimité à être présent. Et dernier point, c'est sur l'après de la régularisation. Pendant toute la période où les personnes sont en situation irrégulière, et là je parle de mon expérience, mais je pense qu'elle est vérifiée par la plupart des gens qui ont travaillé sur la question du travail des sans-papiers, tous mes interlocuteurs me disaient, moi, si je fais ce travail-là, c'est que je suis sans-papier. Si je tiens le marteau-piqueur sur le chantier, c'est que je suis sans-papier. Si j'étais avec des papiers, j'aurais évolué, je ferais autre chose. Et ça, c'est un discours qui est très, très, très répandu et qui même s'incarne dans le corps. Les personnes finissent par regarder leur corps comme le corps d'un travailleur sans-papier. Je me rappelle d'un de mes interlocuteurs qui avait fait le bilan de toutes les cicatrices qu'il avait sur les mains, sur les jambes, en disant ça c'est parce que je fais un travail de sans-papier. Mais dès que j'aurai des papiers, je vais changer. Et très rapidement, et au lendemain de la régularisation, il y a une énorme déception qui fait parce qu'ils se rendent compte que ce n'était pas uniquement leur situation administrative qui les cantonnait à ces tâches qu'ils jugeaient les plus ingrates, les plus difficiles, les moins rémunératrices, les plus dangereuses, qui les exposaient le plus aux dangers sur les chantiers du bâtiment, par exemple, mais qu'il y avait toute une autre gamme de minorisation qui les mettait dans ces positions-là. Et au lendemain de la régularisation, un certain nombre de mes interlocuteurs se sont rendus compte qu'ils étaient noirs. Alors je dis ça de manière un peu provocante, mais ils se sont rendus compte que parce qu'ils étaient noirs aussi, ils étaient discriminés sur le chantier du travail. Là, il y a le travail de Nicolas Jounin, par exemple, sur cette question qui le montre très bien, mais qu'en fait, l'irrégularité du séjour s'inscrit dans toute une gamme en fait, de minorisation, de production de travailleurs qui accèdent à des positions les moins intéressantes dans le marché du travail. Ce qui permet aussi de relativiser le point par lequel j'ai commencé en disant c'est parce qu'ils sont sans papier qu'on produit un travailleur flexible, corvéable. C'est une des explications, mais qui s'en sert dans un réseau beaucoup plus large. Merci à tous les trois. On n'a pas beaucoup de temps, mais il nous reste quand même un petit peu de temps pour des questions. Qui souhaite commencer? Quel est l'intérêt de dénoncer? Quel est l'intérêt de dénoncer? Si j'ai bien compris, c'est le loueur d'identité qui dénonce. Quel est son intérêt puisqu'il gagne de l'argent en louant son identité? Son intérêt, c'est parfois tout simplement de récupérer ses papiers pour lui-même travailler, ou quand les contrôles Oui, question. Je voulais savoir pourquoi vous avez intitulé la conférence Migration et travail vu par les sciences sociales et non pas Immigration et travail vu par les sciences sociales. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, à aucun moment vous n'avez abordé la question des pays d'accueil qui utilisent la politique des quotas par rapport aux pays que j'appellerais où la politique de l'immigration est libre et comme le cas de la France par rapport au cas canadien, si je fais un comparatif. Voilà. Et troisième point, est-ce qu'en termes de politique de migration, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne la position européenne pour les années à venir? Merci.
aujourd'hui, immigration et émigration, parce qu'il y a immigration d'abord, les gens partent, immigration, ils sont immigrés. D'accord. Oui, mais justement, l'avantage du mot migration, c'est qu'on peut penser les deux. Ici, effectivement, on a parlé plutôt de l'immigration en France ou aux États-Unis. Mais l'avantage est, aujourd'hui, il y a une tendance dans la littérature sur les migrations de mettre l'accent sur mobilité et donc de moins utiliser des préfixes pour dire arrivée ou départ. Et d'ailleurs, les gens circulent beaucoup. Donc, dans tous les cas de figure qu'on a évoqués, il y a aussi des allers-retours et donc migration veut dire aussi ces allers-retours-là. La question sur l'Europe, j'ai dit que je n'avais... Mais la deuxième question, c'était... Ah oui. Alors, en fait, c'est une question... Oui, exactement. Et en fait, c'est une question intéressante, mais en fait, ces politiques sont changeantes dans le temps. Donc, les États-Unis ont eu une période de fermeture avec une politique de quotas. Ils ont redéfini la façon d'accepter les gens qui arrivent en 1965, par exemple, en disant qu'il y avait différents critères, regroupement familial. Ils n'attendaient pas que le regroupement familial allait complètement changer, en fait, l'éventail c'est le mot, de l'échantillon, enfin de l'arrivée, des arrivées. Ils ne pensaient pas qu'il y avait tant de latino-américains ou de chinois déjà sur place, qu'il y avait des frères et sœurs dans les pays d'origine qui allaient venir. Donc il peut y avoir des quotas ou des formes de restrictions ou définitions de qui est accepté à l'arrivée, et ça change dans le temps. Donc c'est toujours en fait en discussion, et différents pays. Donc la France a aussi à un moment donné accepté, voulu une immigration de travail très importante dans les 30 Glorieuses. Après, en 1974, l'arrêt de cette immigration-là, mais en permettant un an plus tard le regroupement familial, a aussi changé l'immigration, puisque ça a aidé à la féminisation de l'immigration. Donc les politiques sont très importantes dans les arrivées et qui peut entrer légalement. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent par d'autres moyens. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste deux points, en fait, deux questions. Donc, c'est vrai que je ne m'y connais pas vraiment en la matière, donc c'est vraiment un peu naïf, mais j'ai été quand même surprise par cette schizophrénie un peu de l'État, parce que je comprends effectivement que, par exemple, en France, on a des besoins, en fait, de travail qui seraient occupés par les immigrés, puisque pas occupés par finalement les autochtones, entre guillemets. Et pour autant, on a le sentiment qu'on n'a pas de modalité, en fait, d'accès de ces travailleurs, de modalités régulières d'accès de ces travailleurs à ce type de poste. Donc c'était juste pour bien confirmer ce point et le clarifier. Et la deuxième question, c'était sur le sujet, en fait, de la représentation, parce que c'est vrai que bon, on est sur la thématique du projet européen et autres, et on sent quand même que se cristallise un rejet clairement des migrants et autres, et le rôle des médias là-dedans, en fait. Quel est votre sentiment là-dessus ? Pour répondre à la première question, cette tension, elle est pensée. Alors, il y a des explications un peu simplistes qui verraient d'un côté le marché et ses besoins et de l'autre côté l'État et ses nécessités. Je pense qu'il faut essayer de passer un peu outre ces questions. Mais si on rentre dans un exemple plus concret, en 2006, la loi que j'évoquais rapidement tout à l'heure envisage justement la possibilité de recruter des travailleurs étrangers pour ce qu'on appelait à l'époque des secteurs en tension. C'est-à-dire, il y avait un certain nombre de secteurs qui étaient définis aussi par chaque région, par chaque préfecture, avec une liste de métiers dits en tension où il était possible d'avoir recours à des travailleurs étrangers. Ça rappelle en fait des choses qui sont dans l'histoire beaucoup plus ancienne, où déjà quand le travail, quand toute la politique d'immigration était plutôt gérée par les préfectures, là, sur cette question-là, il y a des travaux d'Alexis Spire qui le montrent très bien. La nécessité du travail était localement gérée par le préfet qui accordait ou non des titres de séjour en fonction de l'obtention au préalable d'un titre de travail. Donc la question de migration et travail, c'est quelque chose qui est vraiment lié dans le temps. En
en 2006, ce qui se passe, donc, c'est que cette loi est instaurée, qu'un certain nombre de personnes, dont la CGT, voient la possibilité de faire régulariser les personnes qui occupent déjà des postes dans ces secteurs en tension, en disant il y a déjà des personnes qui travaillent dans le bâtiment, par exemple, et à travers cette loi vont être régularisées. Donc c'est les exemples très concrets de comment la grève, avec cette réforme légale qui avait pensé justement la fluidité du travail, était utilisée sans doute d'une manière que les politiques qui avaient mis en place cette loi n'avaient pas prévu. Et juste pour un dernier point, après je laisse la parole, c'est que une fois de plus, les femmes ont eu beaucoup plus de difficultés d'accès au séjour par ces grèves, parce que travaillant chez des travailleurs individuels, ils n'avaient pas accès à des syndicats, ou beaucoup plus difficilement, ils étaient beaucoup plus souvent invisibilisés dans leur travail. Et c'est aussi pour ça qu'un certain nombre de ces femmes ont occupé la bourse du travail par la suite, parce qu'elles réclamaient de pouvoir bénéficier de ce mouvement de grève général qui avait commencé. Alors, les représentations et les contradictions dans ces représentations sont effectivement parfois flagrantes, mais quand on regarde en fait sur les longs termes en fait de l'histoire des vagues d'immigration et par rapport aussi à des longues histoires en fait de la politique économique ou de l'économie politique plutôt, on voit que c'est moins contradictoire qu'on peut le penser. Et qu'en fait, quand la France a arrêté l'immigration en 1974, et l'image qu'on avait, c'était parce que aussi il y avait une crise et que la désindustrialisation était déjà pointée. Donc il y a des moments, ce qui est effectivement terrible, et je crois que je suis d'accord que c'est là où le rôle des médias, dans une certaine façon de décrire ou de représenter des immigrés, attise la notion que ils sont différents culturellement et donc pas acceptables. Tandis que par ailleurs, ils sont dans les différentes formes de travail qu'on a tous évoquées. Je ne sais pas si Christelle, si tu avais quelque chose. Non, j'étais juste frappée, enfin ça dépend des médias et voilà, mais j'étais juste frappée par le fait que depuis quelques années, c'est vraiment la communauté asiatique aussi qui est particulièrement touchée par les représentations médiatiques sur l'invasion de la Chine. Enfin, une des thématiques très présentes, donc ça varie. Et on a souvent un train de retard là-dessus, en fait. Mais là, une des thématiques très fortes en ce moment, c'est vraiment la Chine. La Chine qui rachète tout, qui va nous envahir, etc. Donc voilà, mais je pense que ça varie effectivement et ça va de pair avec à côté des documentaires qui vont être sur ces femmes philippines qui existent réellement, enfin, qui de fait sont parce que les Philippines organisent l'émigration de ces femmes, en fait. Le pays lui-même, en fait, les envoie travailler partout. Et donc on voit à côté des documentaires sur ces femmes et en même temps un documentaire sur l'invasion de la Chine. Donc voilà, c'est... Oui. Je suis vraiment désolé. Bon, peut-être une dernière question d'un jeune. Ouais. On n'a pas eu de question de lycéen, c'est quand même... on fait le printemps de l'économie pour vous aussi. Il y avait quelque chose que j'avais remarqué quand vous parliez généralement de l'immigration, c'est que vous mentionnez effectivement les nationalités des différents émigrés, mais je trouve que vous n'avez pas évoqué un paramètre qui est le paramètre de rapport qu'ont les émigrés au travail en fonction de leur culture d'origine. Vous représentez un peu les émigrés comme un bloc, mais à cause justement des diversités culturelles des immigrés, est-ce que ça ne fait pas justement qu'ils ont une conception différente par rapport au travail justement? Merci. En fait, l'idée, c'est plutôt effectivement le contraire. C'est-à-dire que quand on regarde le travail, on peut aussi voir, et l'histoire aussi aide à voir comment les mêmes fonctions peuvent être remplies par différents groupes. Et donc, ce n'est pas inhérent au groupe lui-même qu'il se retrouve dans certains secteurs. Et si on regarde sur la longue période, on voit toute une série de gens, notamment une
la petite industrie de la confection, comment expliquer qu'il y a depuis le début du siècle, qu'il y a juifs, italiens, arméniens, aujourd'hui chinois, turcs, il y a eu yougoslaves, pakistanais, tout le monde a travaillé. Aux États-Unis aussi, le nombre de gens de différents groupes qui ont travaillé dans cette industrie montre qu'il y a, pour moi en tous les cas, qu'il y a quelque chose qui tient à l'organisation de l'industrie, des mauvaises conditions de travail et des mauvais salaires aussi, des types de conditions qu'a évoqué aussi les autres, qui expliquent mieux que leur capacité culturelle pour expliquer pourquoi ils se trouvent dans ces secteurs. Et je trouve que ça, c'est important à se rappeler, puisque parfois, je pense que c'est un peu trop... C'est la question des représentations. À chaque moment, on va utiliser parfois des représentations des groupes, ou parfois même des stéréotypes. Mais après, ça va changer. Mais ça serait donc, il faut trouver une autre explication, puisque si d'autres personnes viennent aussi travailler dans le même. Donc, je pense qu'il faut voir comment, entre ces représentations du travail lui-même, des différents groupes, qu'en fait, il y a des éléments qui sont, pour moi, ça tient au statut de l'immigré. Il y a aussi des phénomènes de racialisation qui vont, ou de féminisation qui font que les gens ont des doubles ou des triples handicaps pour arriver sur le marché du travail. Mais il y a effectivement des questions de comment on représente et comment on parle de l'immigration. On a effectivement oublié, il me semble parfois, le travail en ne regardant que certaines formes de stigmatisation des origines, etc. Donc c'est un peu ma réponse. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci à l'École des hautes études en sciences sociales qui est toujours là au printemps de l'économie, parce qu'on ne fait pas que de l'économie au printemps de l'économie, on mobilise toutes les sciences sociales. Bravo, c'était super.